recueil de nouvelles. Vous ne sentez pas, vous, la capacité de vous livrer à un roman? Pas tout de suite, en effet. Et ce n'est pas parce que j'ai une piètre opinion de moi-même, parce qu'il faut s'aimer un petit peu quand même, mais c'est parce que j'ai une peut-être trop haute opinion du roman, au point que, par respect pour le roman, l'exercice romanesque que je place vraiment, pour moi, qui est l'un des sommets de la littérature, avant de m'y frotter, avant d'avoir cette prétention, j'ai voulu d'abord m'essayer à ce qu'on pourrait appeler peut-être le petit frère du roman, c'est-à-dire la nouvelle. C'est un très beau livre. C'est un livre qui mérite d'être lu, l'arrière-petit-fils et autres nouvelles. Alors, une fois que j'ai dit cela, ça vous pousse à faire ce roman. Effectivement, oui, mais bien sûr, mais j'y pense et puis ça prend forme petit à petit. Eh bien voilà, chose promise, chose due, 2 ans après l'arrière-petit-fils, un recueil de nouvelles, voici donc mon roman. J'ai écrit ce roman en quelques mois, mais je l'ai médité pendant quelques années. Il est le fruit d'une longue réflexion, d'une longue méditation, d'une longue fréquentation de la littérature, et ce que j'espère avoir réussi à faire, c'est un roman digne d'être appelé un roman, c'est-à-dire finalement un livre digne d'être lu. Malgré son titre, Napoléon à Montmédy n'est pas un énième livre sur l'empereur. À vrai dire d'ailleurs, on ne le croise que très rapidement, sur quelques pages seulement, mais son ombre en effet plane du début à la fin. Dans le véritable héros de ce roman, c'est un jeune Français des années 1920, fils d'un cordonnier de Montmédy qui monte à Paris pour faire son lycée et qui découvre, lui qui vient d'un si petit village, à quel point Paris est monumental, grandiose, à quel point l'on est si peu de choses face à toute cette gloire et tout ce prestige que les siècles ont déposé sur le sol de la grande ville. Et au-dessus des grands noms, des avenues interminables, des monuments grandioses, des familles illustres, des sommités sociales et culturelles, il y a l'ombre suprême, le géant absolu, le chef de tous les autres chefs, l'empereur Napoléon Bonaparte. C'est en tout cas ce que pense notre jeune personnage, Léon Ambricourt, et à cause de cela, une idée folle et à la fois tout à fait sérieuse va naître dans son esprit. Frustré de n'être qu'un demi-paysan, fils de cordonnier, venu d'un tout petit village inconnu et ignoré, offensé de n'être rien ni personne au milieu de ses nouveaux amis parisiens, il va mettre sur pied l'une des plus incroyables falsifications historiques du siècle. Pièce par pièce, mensonge après mensonge, il va vouloir inviter son petit village à la table des grands, en faisant croire au monde qu'en réalité, loin d'être un petit point oublié de l'histoire, ce village a abrité, pendant plusieurs nuits et plusieurs jours, en 1813, le grand Napoléon qui revenait de la bataille. Napoléon à Montmédy est donc l'histoire tendre, parfois drôle, toujours très sérieuse d'un jeune Français qui s'invente un passé pour se hisser à la hauteur des géants. Fougueux comme la jeunesse, insouciant et ignorant des conséquences, aveuglément audacieux, il va écrire à partir de rien une histoire montmédienne totalement factice, fabriquera de fausses preuves matérielles qui duperont la société tout entière, y compris les historiens et les écrivains, les premiers à tomber dans le panneau. Montmédy va donc se réveiller heureuse, on vient de lui apprendre que le grand homme a séjourné ici, au milieu de ses habitants, de ses artisans, au milieu de ses ruelles et de ses ateliers, qu'il a marché ici sur la petite place, et qu'il a logé dans la vieille grange dont la silhouette se dessine depuis si longtemps à la sortie du village. Faux documents, témoignages inventés, objets truqués, Léon, avec son complice Maximilien, va créer un mythe et aussi incroyable que cela puisse paraître, son défi fou va réussir. La petite commune, d'ordinaire si calme, va rapidement devenir un haut lieu du tourisme historique et c'est de toute la France que viendront les curieux, les visiteurs, tous assoiffés de cette immense gloire napoléonienne dont on leur a dit qu'ils pouvaient maintenant venir la savourer dans ce petit coin oublié de France. Je m'arrête ici pour la présentation de cette histoire et je laisse le lecteur découvrir par lui-même la suite et le dénouement de ce très sérieux canular historique et social que chacun jugera selon ses propres aspirations, soit drôle, soit audacieux, soit grave, soit scandaleux, soit merveilleux. Alors pourquoi ce roman ? Il est possible de lire ce roman dans l'unique but de se distraire avec une histoire originale et plaisante. Mais bien sûr, il n'est pas que cela. Plusieurs sujets sont convoqués dans ce roman, notamment notre rapport à la société, aux hiérarchies sociales, notamment aussi la rencontre entre la France de Paris et celle des communes dans un moment de l'histoire où beaucoup de provinciaux se sont laissés prendre par les séductions de la grande capitale. Ce livre pose aussi la question, et tâche d'y répondre à sa façon, de notre rapport individuel et collectif à l'histoire, avec un grand H, avec les grands bâtisseurs, les grands monarques et les destins exceptionnels, et dans quelle mesure il est sain
ou au contraire éventuellement délétère de vouloir les égaler là où la modestie commande de seulement les admirer de loin pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des modèles inatteignables, des totems, des temples, prévus pour nous guider et pour nous donner le goût des transcendances. Pourquoi Napoléon ? Peu importe que l'on soit un inconditionnel de l'empereur ou l'un de ses critiques, chacun comprendra ici que Napoléon a été invité à ma fête romanesque parce que son statut si particulier dans l'histoire, parce que son nombre gigantesque, parce que sa légende, son aura, parce que son nom même l'installe au sommet du piédestal national. Il y a une histoire dans ce roman, mais il y a aussi des leçons, des angles de réflexion. Alors non sur Napoléon lui-même, qui n'est ici qu'un levier utilisé par notre personnage pour convoquer la gloire et le prestige, mais sur nous-mêmes, nous les Français, sur vous, sur moi, sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons être, sur ce que l'histoire a fait de nous, et sur ce que nous pourrions cesser d'être si par malheur nous devions nous trahir, nous renier, c'est-à-dire finalement nous oublier. J'ai tâché d'écrire un roman qui soit beau. J'y ai mis des sentiments nobles et des énergies mobilisatrices. J'y ai installé des personnages qui nous ressemblent, qu'ils soient sages ou démesurément ambitieux, car après tout, ce que notre longue tradition nous enseigne, c'est bien cela. Les Français, à travers les âges, sont toujours sages et audacieux en même temps.